Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven. Bonjour Karine. Alors avant de commencer, Draven, ce serait peut-être intéressant que tu nous dises qui tu es. Ouais, pourquoi pas. Alors vraiment en deux mots, hein, je suis. Vite fait, oui. Oui, parce que c'est pas mon fort. Donc il faut que je me motive. Alors, je suis podcasteur, plutôt spécialisé dans le domaine du cinéma et du fait de raconter ma vie. Merci, voilà, c'était Voilà. bien. Et donc moi, Alors oui, non, pardon. Non, mais t'as raison, tu fais bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Spécialiste du cinéma. Oh, spécialiste, j'en sais rien. Mais oui, j'ai un podcast qui s'appelle 24 FPS qui est consacré au cinéma, que je fais depuis pas mal d'années maintenant. Et un autre podcast qui s'appelle Artefrac où je raconte ma vie dans un style complètement différent. Et voilà, et je suis un grand fan de science-fiction et c'est un peu ce qui nous amène là maintenant. Et toi ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? Eh bien, moi, je suis, comme toi, podcasteuse. Et j'ai un petit penchant pour la SF. Ouais. Cool. Surtout post-apo. Mais bon, je m'intéresse à plein d'autres choses. Et tu m'as gentiment proposé de participer à ton podcast Galactifrac. Donc voilà pourquoi je serai là de temps en temps. Dans certains épisodes, ceux qui sont consacrés aux Analytica. C'est ça. Donc, il y a plusieurs thèmes de podcast. Et dans les Analytica, je serai là. Et dans les autres, tu seras seul. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que j'ai besoin qu'on me réfrène un petit peu dans tout ce qui concerne Battlestar Galactica. Donc les autres épisodes effectivement qui sont plus encyclopédiques, je suis tout seul parce que voilà, j'ai mon truc à dérouler, mais là on va se lancer effectivement dans les analyses des épisodes de Battlestar Galactica, dans tous les épisodes donc qui s'intituleront Analytica. Et là, aujourd'hui, c'est le numéro 1. Et ouais, c'est le tout premier. C'est notre baptême. Qu'on fait ensemble, exactement. Voilà. Alors. Donc toi, tu as connu Battlestar Galactica il y a déjà un long moment. Moi, je le découvre seulement. J'ai commencé à regarder le premier film de 2003 et tout de suite, je me suis arrêtée en me disant on va reprendre tout depuis le début et je viens de regarder le Battlestar le tout premier de 1978, le 17 septembre 1978, la première diffusion à la TV US, quand même, il faut le savoir. Exact. C'est facile, c'est écrit. Faut pas le dire. Les gens ne me connaissent peut-être pas, mais les gens qui me connaissent ou qui vont apprendre à me connaître sauront que je suis incapable de sortir ça sans l'avoir lu quelque part. Bon, bref. Donc voilà, j'ai un œil novice. Et on va dire que je découvre, et toi, tu as un œil plutôt d'expert. Donc, c'est ça qu'on va partager aujourd'hui, en parlant du premier film. Ouais. Alors, je voulais juste préciser, moi, je connais effectivement Battlestar depuis longtemps, mais je me considère pas comme un fan d'origine, en fait. Je n'ai pas le souvenir d'avoir regardé Galactica, donc la vieille série, à l'époque où elle a pu passer sur les chaînes françaises. On même avait un an. Oui, non, mais là... C'est normal. Non, mais je parle pas de la diffusion originale, bien sûr. Mais... comment dire, je ne sais plus où j'en étais du coup. Ah oui, et la série réimaginée, c'est pareil. En vérité, je l'ai pas du tout suivie quand elle était diffusée à l'origine. J'ai commencé à m'intéresser à Battlestar Galactica seulement une fois que la série réimaginée a fini d'être diffusée aux États-Unis, en fait. Et là, et puis là, j'ai attaqué par la vieille série qui me disait vaguement quelque chose. Donc, il est pas impossible que j'en ai vu un ou deux trucs quelque part quand j'étais gamin, mais vraiment aucun souvenir précis. Et donc voilà, je me suis tout cogné, toutes les séries, les spin-offs, les machins, des livres et tout. Donc ouais, on va avoir des points de vue assez sympas, j'espère, à partager. Très bien, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors décollage. Petite précision, donc on va parler dans cet épisode de Galactica, la bataille de l'espace, dont le titre original est Saga of a Star World, qui est en fait le téléfilm qui peut être également découpé en fait en 3 épisodes, qui est équivalent en fait aux 3 premiers épisodes de la série télé de la série d'origine.
Et Donc, est-ce qu'ils ont alors, question numéro 1. Est-ce qu'ils ont fait un film qui ensuite a été découpé en 3 épisodes pour commencer le début de la série, ou est-ce que c'était pas une série qui a été remontée sous forme de téléfilm? Non, okay. C'était l'objectif de départ était bien de faire un téléfilm. Ouais, clairement. Un téléfilm. Ouais. Et donc, pour finir sur la fiche technique, donc ce téléfilm de départ est écrit par Glenn A. Larson, le créateur de la série, et il est réalisé par Richard A. Colla. Et donc, comme tu l'as dit, diffusé pour la première fois à la télévision américaine le 17 septembre 1978. Voilà. Donc le film commence par une introduction. Jusque-là, c'est normal. C'est vrai, souvent. Mais une introduction où on a un déroulé de l'état des lieux qui rappelle quand même clairement les premières secondes de Star Wars. Bah ouais, quand même. Les étoiles, les lettres, les grosses lettres jaunes, la musique classique. On ne peut pas nier l'influence de Star Wars qui était sortie juste un an auparavant. Donc le film commence directement par, aide-moi s'il te plaît. Par un petit speech d'introduction, un petit discours en fait qui nous dit que la vie ici, je pense qu'il faut comprendre, sur Terre, est peut-être née là-bas, dans les étoiles. En gros, il y a plusieurs idées intéressantes dans ce speech en fait, parce qu'on reprend les idées de von Däniken en fait, qui veut que en gros toutes les civilisations, enfin beaucoup de civilisations perdues sur Terre pourraient trouver leur origine en fait dans des visiteurs extraterrestres. C'est une théorie qui était très populaire dans les années 70 d'une part, et d'autre part en fait qui a été une grosse source d'inspiration pour Glenn A. Larson dans la création de Battlestar Galactica. Et là, j'apprécie, si tu veux, le fait que tout de suite on nous met dedans, c'est-à-dire en termes de repères temporels. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, tu dirais que ça se passe dans le passé ou dans le futur? Parce que ce speech d'introduction, il est pas clair finalement à ce sujet. Moi, je l'ai compris comme quelque chose qui venait de se passer. Ouais. Et que ce qu'on regardait était le présent. C'est pas évident. Non, c'est pas clair. Ouais, je pense pas en plus que ce soit pour le situer dans le temps. Je pense que c'est vraiment pour comprendre la philosophie et puis surtout comprendre pourquoi est-ce que les personnages vont agir de telle ou telle façon après, quoi. C'est pas faux. Mais disons, ce qui moi m'incline à penser que ça pourrait être un indice temporel, c'est quand il parle du fait que les ancêtres en fait de certaines civilisations perdues sur Terre, comme je sais plus les Aztèques, les Mayas, les Incas, je sais plus lesquels ils citent en plus, c'est pas exactement les mêmes en VO et en VF. Les ancêtres de ces civilisations-là pourraient être des gens qui sont dans l'espace. Donc en fait, moi, j'ai envie d'en déduire en fait que ça se situe finalement très très loin dans le passé. Mais ça veut rien. Enfin, j'en sais rien en fait. Avec la relativité et tout en plus, j'en sais rien. Voilà. Mais j'aime bien cette mise en bouche, on va dire, du contexte. Très bien. Alors, la première scène s'ouvre sur la signature de l'armistice, où il y a les colonies qui sont toutes représentées par chacune un président de chaque colonie. C'est ça, un représentant en fait de chaque colonie sous la présidence du président Hadar. Voilà. Une colonie représente une planète. Ouais. Et chaque planète a son président. Donc ils se regroupent tous ensemble pour faire une grande réunion et pour faire une réunion de pré-armistice. Alors c'est très basique, Eux ce sont les gentils et puis il y a les méchants qui sont donc les Cylons. Cylons, exactement. Qui seront les méchants tout le long du film d'ailleurs. Quasiment. En fait, ouais, mais globalement, oui, c'est les méchants de Battlestar Galactica, en fait, ça c'est sûr, d'une manière générale. Et il y a, après, il y a de temps en temps, dans certains arcs narratifs, il y a des petits, il y aura d'autres antagonistes, mais enfin, globalement, la menace générale qui pèse sur l'univers de Battlestar Galactica, ce sont les Cylons, c'est sûr. Cylons qui brillent par leur absence, d'ailleurs, au sein de cet armistice, je sais pas si t'as remarqué.
Ah oui, je sais pas. En fait, on ne voit pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Non, ça, ils sont pas présents en fait, hein. Non. On voit bien que ceux qui veulent la paix sont bien tous d'accord, mais après, ceux qui sont en train de tout le temps les menacer, on ne sait pas. C'est ça. On suppose en fait, c'est dit dans les conversations, mais ils sont pas, il n'y a pas d'échange direct, quoi. Non, c'est ça, ils sont pas du tout présents. En fait, on nous explique juste que Baltar, le comte Baltar, a été choisi par les Cylons pour servir d'émissaire pour négocier là ces traités de paix, puisque les humains, les colonies humaines sont en guerre avec les Cylons depuis un millier d'années. Donc c'est pas une petite guerre, donc c'est pas un petit événement en fait qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Exactement. Je te laisse continuer. Ok, alors on peut parler d'un autre. Donc ça, effectivement, ce point de départ, il est très important. Hein. Il nous situe bien tout le contexte. On est dans un contexte de guerre. On a les deux camps qui sont clairement établis. Et il va y avoir, on va pouvoir descendre maintenant tout doucement au niveau des personnages avec un premier événement tragique, puisque on va parler de la mort de Zack. C'est quand même un élément important au départ de l'histoire de Galactica. Alors, qui est Zack ? Alors Zack, en fait, c'est le petit frère d'Apollo, donc c'est l'autre fils du commandant Adama. Voilà. Donc Adama a 2 fils. Ouais. Apollo et Zack, et une fille. Apollo, c'est le plus âgé, Zack, c'est le plus jeune, et Zack n'a encore jamais fait de reconnaissance dans l'espace, où il est prêt à conduire un vaisseau, mais il est encore, entre guillemets, stagiaire, quoi. Hein, ouais, c'est ça. Bah, il a passé ses classes, en gros, mais il a jamais il n'a pas eu son vrai baptême. Voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'il meurt, et pourquoi est-ce que c'est un élément un peu clé du démarrage du film. C'est parce qu'en fait, au départ, il n'était pas censé sortir avec son vaisseau, faire qui était d'ailleurs pas du tout une mission armée, c'était simplement une mission de reconnaissance, un truc de routine, quoi. C'est ça. Et donc, il prend la place de Starbuck qui était censé aller dans l'espace avec Apollo pour faire cette petite reconnaissance classique. Starbuck se laisse plus ou moins convaincre de faire le faux malade pour que Zack lui prenne sa place. Et du coup, les 2 frères vont donc en mission. Mais ça serait trop simple si ça se passait bien. Bah oui. Il faut de la tension, il faut du drame. C'est ça. Ils se font attaquer. Ouais. Bah, pourquoi ils se font attaquer, en fait ? Parce qu'ils découvrent un truc qu'ils n'auraient pas dû voir. Ils découvrent que toute la flotte Cylon a l'air d'être cachée, en fait, tout près, alors qu'elle n'a pas de raison d'être là. Donc le président Hadar est mis au courant, mais il refuse de prendre cette alerte au sérieux en disant non, c'est pas possible, nous on est en train de signer un armistice, ça ne peut pas être une attaque des Cylons. C'est que soit vous vous trompez, soit c'est une attaque de quelqu'un d'autre, mais c'est pas possible, ou alors ils sont là mais ils nous veulent pas de mal, donc non, on ne contre-attaque pas, on ne prend aucune, on prend aucune action contre eux. Et malheureusement, ils attaquent bien, et Zack, le petit frère, meurt. C'est ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de communication possible, donc les 2 frères sont obligés de rentrer le plus vite possible, prévenir la flotte. Après, c'est fait un peu tirer dessus. Malheureusement, Zack a été touché, donc lui, il est ralenti. Donc Apollo fonce à toute vitesse, mais Zack, lui, n'a pas le temps de rentrer et il se fait pulvériser juste avant de rejoindre, juste au moment quasiment de rejoindre le Galactica. Et c'est là que ça va commencer en fait à barder pour de bon, parce que jusque là effectivement Hadar, le président Hadar, qui est interprété par un acteur américain bien connu, qui a beaucoup tourné des années 40 aux années 70, voilà, le président Hadar, conseillé par le comte Baltar, préfère ne rien faire. Baltar qui est le traître, rappelons-le, est-ce qu'on le sait tout de suite, je sais pas, mais on s'en doute, quoi.
Bah, on s'en doute effectivement vu l'attitude du mec, mais c'est vrai que C'est pas dit clairement. la confirmation, non, hein, non, pas dans cet arc narratif, en tout cas pas dans ce découpage pour l'instant, parce que c'est vrai que nous on découpe là le film en 3 arcs, on va dire, et là dans le premier arc, ce n'est pas établi clairement. On se doute que le mec a l'air un peu fourbe quand même, mais c'est pas confirmé. Et je voulais juste encore mentionner un truc concernant Zach. Je t'en prie. C'est que l'acteur qui joue Zach, en fait, c'est un musicien qui s'appelle Rick Springfield, qui est américain, qui a joué dans quelques séries, notamment son propre rôle dans Californication, qui a sorti des albums et qui a connu un petit succès aux États-Unis au début des années 80. Je suis pas sûr qu'il soit, par contre, connu en Europe. Voilà. Alors, justement. Lorsqu'il arrive ça à Apollo et Zach, c'est là qu'on se rend compte aussi que Adama est bien dans son poste de militaire, oui. Mais il est quand même pas forcément toujours d'accord avec le président. Mais bon, il n'a pas le choix. Et il prend l'annonce de la mort de son fils de façon très militaire. Il reste cadré sur sa mission. Et ça, c'est quand même assez bluffant dans le film. Où il n'y a pas de sentiment, quoi. Enfin, on voit que l'acteur a quand même quelques sentiments, mais il revient tout de suite sur sa position de militaire et il continue la mission, quoi. Ouais, bah il faut... Ouais, je pense qu'il se doute en tout cas qu'il y a un truc assez majeur qui est en train de se jouer. C'est pas le moment de s'effondrer sous le coup de la mort de son fils. Voilà, il faut rester dans le conflit là qui s'annonce. Et le seul problème, c'est que tant que Zach est pas mort, Hadar refuse de déployer la flotte. C'est ça. Alors, il refuse de contre-attaquer parce qu'il refuse d'admettre qu'ils se sont trompés, quoi, et qu'ils se sont fait... Que ça pourrait être un piège. Avoir. Voilà, pour être poli. Quant à Adama, il est conseillé, il a un espèce de bras droit assistant qui s'appelle... Tai, le colonel Tai. C'est peut-être, je sais pas comment c'est dit dans la VF, hein, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui sont massacrés dans la VF. Ah oui, parce que moi, je l'ai vu en VF. Ouais, moi je regarde plus la VO, je regarde aussi un peu la VF, et là pour ce film-là, c'est dur la VF, vraiment. Oui. Ouais, ça pique, ça fait, c'est vrai. On en reparlera peut-être. On en reparlera, si tu veux, écoute. Donc on se rend compte que Adama, parce qu'il faut quand même savoir qu'ils sont pas dans le même vaisseau. Non, c'est ça, ils sont... Alors... Parce que ça, c'est pas très... Enfin, quand on nous écoute, là, juste comme ça, en prenant l'épisode depuis le début, c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait 12 colonies, une colonie égale une planète, mais les présidents sont sur un vaisseau pour faire leur réunion. Ouais, c'est ça, ils sont tous réunis sur le Battlestar Atlantia. Voilà, et en fait. Adama et ses enfants et tous les gens qui sont avec lui sont dans un vaisseau. Le vaisseau s'appelle... le Battlestar Galactica. J'aime bien, tu peux le redire, j'aime bien quand tu le dis. Battlestar Galactica. Voilà. Et on va le dire un paquet de fois, je pense, au long de ce podcast. Et on voit que même s'il est sous les ordres de Hadar, le président des 12 colonies, il est quand même le capitaine de son vaisseau. Et du coup, il aura tendance à prendre des décisions comme un capitaine. Bah oui, bien sûr. Commandant, en fait, pour être précis. Parce que le capitaine, c'est Apollo. Pardon. En fait, il y a des... Ouais, c'est pas grave, hein, il y a des... Mais c'est vrai qu'ils ont tous des grades, en fait. Évident. C'est-à-dire... Faut s'y connaître, Non, quoi. Non, je comprends. Mais, et voilà, et moi, pour être franc, c'est pareil, hein, moi qui ai jamais fait l'armée, tout ça, je connais même pas vraiment la véritable différence entre tous ces trucs. Mais enfin, sur le papier, de ce que j'en sais, Adama, c'est le commandant du vaisseau. En dessous de lui, il y a le colonel Tai. Oui. Et puis, en dessous, il y a le capitaine Apollo. Donc, comme par hasard, c'est son fils. Hein. Et puis en dessous encore, il y a des lieutenants. Il y a certains pilotes qui sont lieutenants, notamment Boomer et Starbuck, qui sont lieutenants. On les appelle par leur grade à plusieurs moments dans la série. Il me semble que c'est à peu près les seuls grades militaires qui sont nommés dans cette série. Ouais, c'est possible. Ouais. Enfin, c'est pas qu'il s'attarde pas trop là-dessus, mais en fait les images montrent bien quoi qui est au-dessus de qui, donc c'est pas rappelé tous les 5 minutes quoi.
On est On est d'accord. d'accord. Et en vérité, voilà, c'est pas très important. Ouais, comme tu l'as dit, on comprend toujours bien qui commande qui. Donc le grade, en vrai, on s'en fout un petit Voilà, peu, ouais. quoi. C'est Mm. peut-être pour ça d'ailleurs, mais c'est forcément pour ça que j'ai pas imprimé. Bien sûr, ce n'est Bien sûr. absolument pas ma petite mémoire. Non, non, pas du tout, c'est le film. Mhm, mhm. Alors, ils veulent quand même déployer la flotte, pardon, Ouais. Adama et son colonel. Mhm. Et donc, pour ça, ils vont utiliser une petite astuce que je te laisse expliquer. Bah, en fait, tout simplement, ils disent, OK, on n'a pas le droit de déployer la flotte pour combattre, on va dire, mais par contre, on peut faire un petit exercice de défense. Et en fait, cette petite astuce que je trouve, moi, rigolote, eh ben, elle va sauver le Battlestar Galactica. C'est même, comment dire, vu l'attaque qui est imminente, et puis vu les conséquences qu'il y aura de la bataille qui arrive, eh ben, c'est ça, en fait, qui va sauver, c'est même, quand on y réfléchit, c'est cette petite astuce qui va sauver l'humanité tout court, en fait, quasiment. Puisqu'elle va sauver le Battlestar Galactica, qui va être le seul Battlestar de la flotte à bénéficier d'une flotte déjà déployée, d'une flotte de chasseurs, de Viper déjà déployée. C'est ça. Mm. Rappelons qu'un Battlestar est un vaisseau. Et C'est c'est ça, tout. ce sont les vaisseaux Voilà, un majeurs. Battlestar a un nom. Et donc là, c'est le Galactica. Et les autres Ouais, Battlestars vont tous être pulvérisés. c'est ça, Ainsi que exactement. toutes les Et colonies. alors voilà, c'est en deux temps, mais effectivement, on a d'abord une première bataille qui va se dérouler autour des Battlestars, et effectivement, ils vont tous être démolis, et le montage du film va bien insister surtout sur la destruction du Battlestar Atlantia, donc avec le président Hadar, on voit la passerelle qui explose, le président Hadar qui est encore dedans et tout machin, enfin tout ça est très dramatique, mais voilà, ouais, tout le monde. Je crois qu'à un moment, il y a il y a Adama qui parle d'un millier de chasseurs Cylons qui les attaquent. Donc c'est pas rien. Et le seul qui arrive à tirer à peu près son épingle du jeu, c'est le Battlestar Galactica parce que sa flotte était déployée. Et d'un autre côté, Adama va se rendre compte d'un truc tout bête, c'est qu'il y a que des chasseurs Cylons qui les attaquent. Il n'y a aucun vaisseau capitaux Cylons, ce qui est très louche, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens en termes de bataille, de guerre comme ça. Et en fait, c'est ça qui va lui faire se rendre compte que les colonies sont probablement en danger et ô combien il avait raison. Oui. Puisqu'elles vont toutes être bombardées et attaquées. Ouais, c'est ça. Et on va en fait surtout en voir une, nous. On va en suivre Oui. une de colonie. En fait, c'est comme pour le vaisseau. Comme pour les vaisseaux, il y en a un qu'on voit vraiment être attaqué. Ben, les colonies, c'est pareil. On voit vraiment l'attaque de une planète, mais on comprend que toutes vivent le même sort. Subissent le même Bien sort. sûr. Voilà. Donc là, tu veux parler d'abord des vaisseaux ou tu veux Dis-moi. parler des colonies? Non, c'est bon. C'est bon pour les vaisseaux, on peut passer aux colonies et surtout celle sur laquelle va se passer maintenant l'action. On va découvrir de nouveaux personnages et on va assister à l'attaque des Cylons en direct puisque c'est en plein pendant un reportage. C'est ça exactement. Donc sur la colonie qui est visée, eh bien on a une journaliste qui est en train de faire un reportage sur un événement comme on aurait n'importe quel événement. En fait, c'est sur la signature des accords, en fait. C'est-à-dire sur Caprica, ils sont là sur le point de célébrer la signature des accords qui vont être signés sur l'Atlantia. Voilà. Et donc, elle est tout à fait naturellement en train de raconter ça. Et c'est là qu'on voit une première attaque derrière elle. Et elle réagit pas forcément à la toute première. Elle est peut-être un peu surprise ou sidérée. Et puis, c'est là qu'au fur et à mesure, elle est en train de prendre l'ampleur de ce qui se passe. Et c'est là aussi que nous, on est en train de prendre l'ampleur de ce qui se passe également sur les colonies. C'est fait. En fait, on va vivre et comprendre l'importance de cette destruction en voyant comment elle est en train de prendre l'importance de la chose. En fait, je sais pas si on peut dire l'axe de narration, mais... Non, mais c'est ça, c'est son point de vue, en fait, qui nous sert de direction pour comprendre la gravité de ce qui se passe, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, cette journaliste, on va la reconnaître assez facilement, puisqu'elle est jouée par la personne qu'on retrouve dans le... Vas-y, je te laisse dire le nom.
Mais c'est Jane Seymour, effectivement, c'est le Dr. Queen. Ouais. Qui là n'est pas avec son cheval d'ailleurs. Non. Elle avait un beau cheval. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Enfin, ou par erreur, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les gens, ils disent toujours qu'ils regardent des trucs par erreur, mais non, c'est pas vrai. T'as regardé comme tout le monde, t'avais M6 et voilà. Parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il n'y avait rien d'autre, parce que, donc, par erreur. Par défaut. Par défaut, allez. Okay. Par défaut, j'accepte. Est-ce que tu peux nous parler d'elle ? Oui, vite fait. De toute façon, elle est très connue à cette époque-là. C'est probablement une des plus connues du casting. C'est-à-dire que... Oh, je sais pourquoi. Dis-moi. Elle a participé à un James Bond. Absolument. Effectivement, elle a été James Bond girl dans Vivre et laisser mourir aux côtés de Roger Moore. Donc, c'est la seule figure du casting qui a déjà une carrière en dehors de la télévision. Pas mal des acteurs de Battlestar Galactica étaient déjà connus à la télévision américaine à des degrés divers. Le plus connu de loin, de très très loin, c'est celui qui joue Adama. Mais elle, c'est carrément autre chose. Elle a une reconnaissance internationale de par son rôle dans James Bond. Donc oui. Elle était un gros attrait promotionnel en fait pour faire venir les spectateurs pour regarder Battlestar Galactica. Donc Jane Seymour, voilà. C'est vrai que nous en France, en fait les plus jeunes peut-être ne l'ont connue qu'avec Dr. Queen, mais elle a eu ce moment de gloire avant en fait, grâce à James Bond et à son statut de James Bond girl. Mais alors, elle n'est pas toute seule sur Caprica, parce qu'elle fait son boulot, mais elle est accompagnée de son gamin. De son gamin. Eh ben oui, il y a son gamin. Parce que, bien sûr, c'est évident, tout le monde va travailler avec ses enfants. Non, je plaisante. Quand on peut. C'est cool. Non, donc en fait, pendant qu'elle fait son reportage, il doit y avoir, on suppose, mais il doit y avoir son gamin qui joue pas loin, hors champ de sa caméra, et donc nous, on le voit pas. Je confirme, parce qu'on le voit dans des scènes coupées. D'accord. Scène coupée dont tu nous parleras plus tard. Ouais, j'en mentionnerai 2-3. Donc le petit garçon est supposé être là parce que d'un coup elle s'inquiète quand elle comprend l'ampleur des dégâts, elle s'inquiète directement pour son petit garçon. Donc on comprend qu'il doit pas être loin et là elle se met à le chercher et là on sent toute la panique. Vraiment toute la scène est fixée sur sa personne, mais ça représente vraiment tout ce que tout le monde vit, quoi. C'est vraiment fait comme ça. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Elle symbolise en fait la panique au moment de la destruction de Caprica par les Cylons. Petit garçon qui ne meurt pas, elle le retrouve. Oui, tout le monde n'a pas cette chance. Oui, dit comme tu le dis, effectivement, ça peut prêter à confusion, mais il était accompagné d'un petit chien qui, lui, ne survivra pas. Absolument. Alors, ce n'est pas un chien, puisque, bien sûr, dans Galactica, nous avons la chance d'avoir un vocabulaire tout particulier pour chaque chose, et voilà. Donc, ça ne s'appelle pas un chien, ça s'appelle un Daguit. Mais c'est vrai que pour ça, par exemple, la VF pose problème parce qu'en fait, ils se sont pas fait chier dans la VF à traduire le mot Daguit. Ils ont mis chien. C'est un chien. Alors que dans la VO, le mot chien n'existe pas. Dans l'univers de Battlestar Galactica, on dit toujours un Daguit. Voilà, bon, c'est pour ça que je te reprends, mais en fait, c'est méchant parce que tu ne peux pas savoir que c'est un Daguit si tu as vu le truc en VF. Mais ouais, Muffy ou Muffit, ça dépend, parce qu'ils l'appellent pas toujours pareil, ne survit pas à l'attaque sur Caprica, et c'est un désastre absolu. Un moment très difficile, je trouve, dans l'épisode. C'est un chien. C'est un Daguit. Oui, c'est un Daguit. C'est un Daguit. Je pleure pas pareil quand, t'as vu, je choisis mes mots, quand je vois un chien mourir et un humain. Bah oui, mais les humains, je les connais pas. Ce chien, il avait l'air super sympa. T'en sais rien du tout. Non, c'est vrai que j'en sais rien. Mais c'est un Daguit, moi j'aime bien. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus ? C'est parce qu'en fait, il va avoir une place importante dans la suite, parce que même les animaux morts continuent à avoir un rôle important ensuite. C'est fantastique. C'est bien dit. Et on en parlera. C'est une série fantastique. C'est le principe. Et donc on en parlera après. Oui. Tout est détruit. Quasiment. Ouais. Enfin, il y a quelques survivants.
Voilà. Pardon, vas-y. Je te Mm. laisse expliquer et présenter chacun des survivants de chacune des Non, je les connais pas. pardon. Non. Mais en plus, je viens de le dire, je ne les connais pas, je m'en fous de ces gens. Mais il y en a un, n'empêche, il y en a un qui met un petit peu Serena en sécurité à un moment, et puis on le voit mourir dans d'atroces souffrances. C'est peut-être un des seuls qui a un droit à un moment de gloire, parce que sinon on les voit juste courir de droite à gauche. Enfin voilà quoi, c'est juste des gens qui courent dans tous les sens et puis ça explose autour d'eux quoi. Après, pouvait-il faire autrement Non, bien sûr que non. Mais puis est-ce qu'on pouvait filmer la chose autrement à l'époque quoi? Alors, c'est intéressant que tu dises ça, parce que ça va me permettre de placer trois petits éléments supplémentaires à ce sujet. C'est que effectivement, il faut savoir que côté technique, en fait, tous les vaisseaux qu'on voit dans cette scène, en fait, le tournage des vaisseaux, en fait, avait été terminé bien avant que ne commence le tournage avec les acteurs réels. Donc, en fait, les acteurs qu'on voit courir dans tous les sens, ou les explosions qu'on voit à l'écran, en fait, ont dû s'adapter au plan d'effets spéciaux des vaisseaux qui avaient été tournés auparavant. Ça, je trouve ça assez rigolo. Alors, pourquoi est-ce qu'ils avaient été tournés auparavant? Est-ce que tu le sais ou... Oui, c'est assez simple. C'est parce qu'en fait, ça prend énormément de temps de le faire. Et donc, en général, sur ce genre de production, on commence par les effets spéciaux, en fait. Parce que, surtout à l'époque, c'était des technologies qui étaient quand même encore assez récentes et novatrices. Donc, c'était peut-être plus difficile de mesurer le temps que ça prendrait. Et donc c'est ce qui avait vraiment été commencé avant même que le scénario ne soit complètement finalisé, avant même que le casting n'ait lieu en fait, si tu veux. Donc voilà, ça n'est en soi pas vraiment choquant que les effets spéciaux aient été terminés avant, mais là, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, ce sont des effets spéciaux qui sont mélangés avec des prises de vue réelles. Et donc, les prises de vue réelles ont dû vraiment s'adapter parce que, en fait, ce que j'explique peut-être mal, c'est que quand les effets spéciaux ont été faits, ils ne savaient pas à quoi ressembleraient, en fait, les prises de vue réelles qui sont mélangées avec. Donc, ils ont dû improviser ces effets spéciaux dans l'espoir que ça pourrait se marier correctement avec les prises de vue qui ont été faites ensuite. Bon, c'est plutôt le cas, hein, donc ça va. Ça se passe, ça s'est bien passé. Et ces prises de vue réelles, et j'en profite pour le placer là aussi, ça a été filmé à Long Beach en Californie, dans un quartier qui s'appelle le Civic Center en fait de Long Beach, qui existe toujours, hein, qu'on peut visiter, on peut aller sur les lieux, on peut reconnaître en fait certains endroits, certains bâtiments. Voilà. Et je vais finir sur une dernière anecdote concernant l'attaque sur Caprica. C'est qu'on peut voir, et c'est très surprenant, on peut voir les mots fuck off écrits. En fait, on a une vue aérienne en fait de Caprica au moment où les vaisseaux Cylon arrivent sur Caprica, et en fait on voit que les lumières de la ville de très loin, et en fait dans ces lumières on peut voir des lettres qui forment les mots fuck off. Alors sur la version DVD, c'est vrai que j'ai pas encore parlé de ça parce que ce téléfilm connaît plusieurs versions. Il y a la version en fait qui a été remontée pour la télévision, et il y a la version qui a été passée au cinéma lorsqu'il était sorti un peu avant en fait dans les salles, notamment au Canada. Et le montage est légèrement différent et les scènes sont pas tout à fait dans le même ordre. Mais bon, disons, si vous avez ce téléfilm chez vous, par exemple, si vous l'avez en Blu-ray, est-ce que vous avez a priori plutôt la version cinéma? Alors c'est après que Adama ordonne au Galactica de retourner vers Caprica. Et par contre, si vous avez la version DVD et donc a priori plutôt la version télé de ce téléfilm, c'est juste au moment où Serena est interrompue en fait par l'attaque. Et on voit en fait des vaisseaux Cylon qui arrivent au-dessus de Caprica. Et quand le troisième, en fait, si vous mettez sur pause pile au moment où le troisième vaisseau Cylon est au milieu de l'écran, alors il y a les mots fuck off qui sont écrits juste à droite du vaisseau Cylon. Et je mettrai sur les réseaux sociaux en fait une capture d'écran pour vous montrer, parce que c'est quand même assez surprenant. En fait, quand on le sait pas, on le voit pas. En mode image subliminale. C'est ça. Mais quand tu le sais, tu ne peux pas ne pas le voir, et tu ne peux pas croire une seconde que ce soit un hasard ou une coïncidence, quoi. Il y a vraiment écrit fuck off.
Et c'est très étrange et j'ai pas plus On n'a d'infos pas en tout cas sur d'explication. l'origine de ce truc. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui s'est fait plaisir, je sais pas, ou quelqu'un qui a été viré, je ne sais pas. Vraiment, je sais pas, mais c'est très surprenant, je trouve, comme anecdote. Surtout à la télévision américaine et dans le concept de l'époque, enfin dans le contexte de l'époque, hein, Ou où t'as même pas le droit de dire fuck dans un... Eh oui, exactement. bon. Mais ça, je suppose que tu l'expliqueras dans un épisode où tu es seul. D'accord. Oui, je ferai effectivement un petit épisode sur Ça le marche. vocabulaire et sur le contexte Donc, à la télévision américaine. ok, ne Ouais. faisons pas de redondance là. Donc, parmi tous les gens qui sont partis défendre les colonies, puis défendre les vaisseaux, parce que quand même, ils sont quand même allés se défendre, ils sont quand même allés contre-attaquer. Il y a Ouais. Starbuck, on n'a pas encore parlé de Starbuck. Quasi pas, non, c'est Non, vrai. c'est celui qui a fait semblant d'être un petit peu malade pour laisser Zach partir à sa place. Mhm. Donc forcément, il reprend un vaisseau parce que lui, c'est un très très bon pilote. Un petit peu casse-cou, ingérable, enfin un personnage vraiment borderline, mais quand même un putain de bon pilote. Bah, c'est ça en fait. C'est sa grande qualité. Oui, donc Ouais. il est parti avec Apollo pour contre-attaquer. Et là, on en est dans le film où ils vont devoir se poser en catastrophe et vont arriver là où il y a plein de... encore quelques... Enfin, j'allais dire plein, mais peut-être pas, il y a quelques survivants. Enfin, c'est pas vraiment Starbuck qui atterrit sur la colonie où il y a quelques survivants. C'est ça. Ça, c'est après, en fait, c'est Adama et Apollo qui vont y aller ensemble. Mais d'abord, bon, c'est une scène mineure, hein, en vérité. Ils partent tous ensemble se battre, mais ils ne reviennent pas tous ensemble. C'est ça, et je crois que Starbuck, allez, je suis pas totalement sûr de ce que je dis, mais j'ai l'impression que Starbuck est un peu le dernier en fait qui revient sur le Galactica, et comme il a été touché pendant la bataille, il est un peu obligé de se poser en catastrophe en fait, et il est pas content. Mais alors il est vraiment pas content parce qu'en fait le Galactica a abandonné la flotte en fait, les a un peu laissés se démerder tout seul quoi. Il est super furax, et il y a Athéna qui essaie de le calmer. Parce qu'il n'a pas toutes les infos. Parce qu'en fait, lui était encore en train de voler et de se battre pendant que les autres colonies étaient attaquées et pendant que le vaisseau était attaqué. Donc il ne sait pas encore tout ce qui c'est la conclusion de tout ça. Hein, oui, c'est vrai, il n'est pas au courant. Il est vraiment pas au courant et il est tellement furax qu'il l'entend pas en plus parce qu'Athéna essaie de lui expliquer. Qui est Athéna? Parce qu'on n'a encore pas présenté cette personne. Absolument. Athéna, c'est vrai, c'est donc la fille du commandant Adama. Et elle, en fait, elle, je sais pas trop quel est son rôle, mais enfin, elle est sur la passerelle du Galactica, elle s'occupe des communications, elle surveille un peu les radars. Et là, quand elle voit que Starbuck est en train de revenir, elle quitte son poste et elle court au mépris du danger pour le voir. Au mépris du danger, ok. Bah oui. Ouais, non, je sais pas, on n'a pas l'impression que ça donne... on n'a pas l'impression là. Moi, j'ai pas eu l'impression là. Oh bah il y a un officier de pont qui veut l'empêcher de s'approcher du vaisseau, qui risque d'exploser et tout, puis elle s'en fout, elle passe, elle le vire, elle passe. Et c'est là qu'on le découvre. Et oui, pourquoi Athéna est quand même un petit peu amoureuse de Starbuck. Effectivement, la fille du commandant aimerait bien s'acoquiner avec le mauvais garçon. Putain, c'est tellement cliché. Alors... c'est pas le premier, mais c'est pas le dernier dans la série originale. Parce qu'en fait, c'est un film qui est intéressant, parce qu'ils ont voulu mettre tout. Donc on en reparlera après, mais voilà. Donc on avait besoin d'une petite histoire d'amour. C'est la première, celle-là, ouais. Il y en aura d'autres. Starbuck arrive, il est en colère, il l'engueule ou il la méprise, enfin vraiment le connard de base. Alors qu'Athéna, elle, quand même, elle vient de perdre son petit frère, Zach. Hein, exact. Elle sait que les colonies sont toutes détruites, elle sait que les autres vaisseaux sont détruits, mais Starbuck ne le sachant pas, il peut pas réagir de la même façon qu'elle, donc il continue à être en colère pour sa propre personne, parce que finalement c'est une colère un peu égoïste qu'il a. Hein. Voilà, et donc Athéna essaye de lui expliquer ce qui s'est passé, mais lui n'entend rien, quoi. Il est bloqué dans son... Un peu égoïste, mais bon, il était quand même un petit peu tout seul dans son Viper, face à plein de Cylons, quand il a vu que le Galactica foutait le camp. Hein. Donc je peux aussi comprendre qu'il soit en colère. Mais quand il se pose, il se demande pas pourquoi, vraiment. Non, juste il gueule. Non, c'est vrai. On est d'accord. C'est vrai.
Et donc Athéna essaie de lui expliquer. Mhm. Et je te laisse continuer. Ah d'accord, en fait cette petite scène globalement s'arrête là-dessus, hein. En fait, on n'en saura pas beaucoup plus à ce moment-là, puisque toute la fin de l'épisode va maintenant se dérouler sur Caprica, parce qu'en fait moi ça m'a toujours fait marrer que qu'Adama et Apollo aillent sur Caprica sans problème. Je crois même qu'on voit le Viper qui décolle, alors que le Viper est un vaisseau monoplace. Je ne sais pas où Apollo a mis son père pour descendre sur la planète. Je préfère pas y penser, mais enfin, parce que ce serait vraiment ridicule pour Adama. Mais voilà, ça n'a pas de sens, en fait. C'est une petite bêtise, hein, ça n'a pas d'incidence, mais ça me fait sourire, en fait, parce que si t'y penses pas, enfin, si tu cherches pas la Voilà. petite bête, Parce tu que fais toi, vraiment tu le pas sais. attention à ça. Parce que moi, je l'ai vu, Oui. c'est passé, j'ai pas remarqué, quoi. Mhm, mhm. Alors, ils vont sur une planète qui s'appelle Caprica. C'est ça. Oui. Et c'est là qu'ils découvrent les survivants, les ruines Mhm. des maisons, et il va Ouais. visiter les ruines. C'est ça, en fait. Adama visite les ruines de sa propre maison. Il a besoin de se rendre compte. Mais en fait, c'est pareil. Est-ce qu'il a vraiment besoin de se rendre compte de ce qui s'est passé et de ce qui reste ? Ou est-ce que c'est simplement une excuse pour nous amener en tant que spectateurs à nous rendre compte de ce qui reste ? Ah, je pense que tu as raison dans les deux cas, en fait, clairement, hein. C'est un peu... c'est vraiment, je pense, pour que le spectateur réalise l'ampleur et encore une fois personnifie en fait le drame qui vient de se dérouler en mentionnant au moins, enfin en l'incarnant dans un des personnages clés de la série. Donc là, dans ce cas, ça va être Adama qui va d'ailleurs sortir des ruines une photo de sa Oui, parce femme. qu'il visite la ruine de sa maison. Ouais. Bon, après, on peut comprendre hein, que la personne ait envie de retourner sur le lieu pour... je sais pas pourquoi vraiment, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle aurait envie de retourner ? Elle a pas un peu... Enfin, je sais pas si c'est le commandant ou le capitaine, je sais plus comment tu dis. Le commandant, ouais. Du vaisseau. Il a pas autre chose à foutre ? Pour être franc, c'est vrai que techniquement à ce moment-là, ouais, je pense qu'il aurait vraiment autre chose à faire. Et là, il utilise vraiment son privilège de commandant parce que c'est le seul en fait qui va aller constater les dégâts sur Caprica. Il y a personne d'autre qui aura cette chance. Voilà, il manque 2-3 explications. Mais bon, donc on est obligé de l'admettre. Ah, c'est sûr. Ouais. Et comme par hasard, dans les ruines, je te le donne en 1000, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qu'il trouve ? L'album photo endommagé de la famille, ainsi qu'un portrait de sa femme, qui est encore là. Et bon, après, c'est aussi peut-être pour mettre un peu de sentiment dans ce qu'on vient de voir, parce que moi, des vaisseaux qui s'attaquent entre eux, je ne vais pas pleurer, quoi. Hein. D'accord, tu n'as aucun cœur. Non, ni pour les vaisseaux, ni pour les chiens. Ok. Ah ben ça, on va bien s'entendre, ça va être cool. Et en même temps, enfin bon, bref, mais continuons. On en parlera après. Donc là, petite larme, photo de sa femme et surtout beaucoup de regrets de ne pas avoir passé beaucoup plus de temps avec elle et surtout de ne pas avoir réussi à la protéger et de se faire un petit peu des promesses dans sa tête. Moi, c'est ce que j'ai supposé, surtout quand à un moment plus lointain du film, il est revenu là-dessus en ayant de la culpabilité, des remords, etc. Donc je pense que ça a été placé là aussi pour expliquer ce qui se passe après. Voilà quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis avant, on s'est un peu moqué, mais effectivement, si on était commandant comme ça et qu'on pouvait, en fait, il savait pas si sa femme était morte. C'est au moment où il arrive dans les ruines qu'il dit à Apollo que, ok, je suis sûr qu'elle était là, donc je suis sûr qu'elle est morte. Mais bon, s'il y avait une chance qu'elle soit vivante, voilà, ça peut justifier le fait qu'il soit redescendu sur Caprica, quoi. Bon, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que eux sur Caprica. Alors, je sais pas ce que t'en penses. D'ailleurs, quand on y réfléchit un petit peu, ok, la planète a l'air en mauvais état, mais enfin, il y a plus de Cylons. Ils sont repartis. T'as juste, je mets des gros guillemets autour de juste, mais t'as juste des maisons en ruine ou en feu. Bon, bah tu reconstruis puis tu recommences, quoi. Je veux dire au pire. J'ai pas vu ça comme ça, moi. Il y aurait pas de série de toute façon si ça se passait comme ça, parce que là, l'un des concepts fondamentaux de la série va venir du fait qu'ils ne peuvent plus habiter, ils ne peuvent plus rester sur Caprica. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai compris ça comme de toute façon, ils vont revenir jusqu'à les tuer tous. Oui, en fait, je pense que t'as raison.
Parce que c'était Ouais, c'est vraiment le vrai. but, qu'il n'y ait plus aucun humain. Parce que ils le Ah oui, disent, c'est vrai. même Baltar, qui est le traître et qui est complice et qui parle parfois avec les ennemis, à un moment donné, même lui est gênant parce qu'il est humain. Donc Oui, moi, c'est j'ai vrai. compris que de toute Exact. façon, ils sont tous obligés de fuir parce qu'ils seront exterminés jusqu'au dernier. C'est de l'ordre du génocide. Exact. On verra dans la série réimaginée de 2003 que ils ont quand même pensé à un détail supplémentaire pour rendre Caprica inhabitable en fait, et pour encore mieux justifier la fuite de tout le monde quoi. Mais disons, mais globalement t'as raison, hein, je chipote hein, quand je dis ouais c'est juste des ruines, ils peuvent revenir. Non, j'exagère, c'est vrai. Bon, il y a quand même des survivants, quelques-uns, et ils sont pas Non, contents par contre. pas content, pas content. Et pourquoi est-ce qu'ils sont pas contents? Parce que on ne les a pas défendus. Ben c'est ça, ils se demandent où était la flotte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où étaient les vaisseaux? Où était toute la troupe de Adama et de tout le monde pour les voilà? Eh bien, tout simplement, ils étaient en train de signer une armistice et ils avaient promis de ne pas attaquer. Et en même temps, c'est compréhensible. Si tu es en train de dire on va faire une armistice, tu peux pas être prêt et sur la défensive pour contre-attaquer. Ça veut dire que t'as sorti le drapeau blanc et que t'as posé les armes Ouais, quelque part. bah oui, tout à fait. Il y a un truc qui est pas clair d'ailleurs dans la série, hein, c'est que les distances ne sont pas du tout. On sait pas en fait si la signature se passait près ou loin de Caprica. On voit le Galactica qui s'en va, puis qui arrive près de Caprica, mais en fait, ouais, c'est jamais vraiment expliqué. Mais bon, bref, ça on va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est vrai que la série originale s'embarrasse pas trop de ces notions de distance. Oui, mais On pourrait peut-être. qu'est-ce que ça Oui. change que le Caprica il soit à côté du vaisseau galactique? Ah non, mais ça c'est pas en lien direct. Enfin, encore que. Bah, c'est pas ce que tu viens de dire. Si, mais c'est par rapport au fait que la flotte était déployée. Bah, en fait, bon, la flotte était déployée, mais finalement, vu l'attaque massive des Cylons, la flotte ne pouvait que défendre le Galactica et ne pouvait pas s'éloigner Mhm. pour aller défendre Caprica. Mhm. Ouais. Mais ouais, bon, la distance change pas grand-chose au problème, effectivement. Ok. Donc Adama, en bon capitaine, essaye de calmer un petit peu la population en colère Mhm. et explique l'ampleur de la situation aussi, parce que finalement, j'ai envie de dire, si tu es survivant sur une colonie, sur une planète comme ça, tu sais pas forcément ce qui s'est passé ailleurs. Non, c'est vrai, bah non, à ce moment-là, c'est clairement pas le cas. Il n'y a qu'Adama, effectivement, qui a l'information que toutes les colonies ont été attaquées, et que toutes les colonies ont été détruites, et que tous les autres Battlestars aussi ont été détruits, et que, en fait, ben voilà, il reste plus qu'une chose à faire. Bah, fuir. Mais ça va pas être évident de rapatrier tous ces... en fait, ils deviennent des réfugiés, puisqu'ils vont devoir fuir, ils vont devoir Ouais. aller ailleurs, et ils vont devoir se réfugier ailleurs. Sauf que les choses sont pas du tout prévues pour ça. Et c'est sur Non. cette première partie que s'arrête... Bon, on va dire le premier arc, en gros, ouais, du film d'origine. Ouais, c'est ça. C'est Adama qui dit voilà, on prenait tous les vaisseaux encore en état de voler et que tout le monde de toutes les colonies rejoignent le Galactica, puisque de toute façon c'est le seul vaisseau armé qui est encore en état de voler. Donc c'est la seule sécurité qui reste encore, qui paraît bien dérisoire contre la menace des Cylons, mais bon, c'est la seule. Donc effectivement, il prend cette décision, voilà, on réunit tout le monde et on se barre. Ouais, c'est ça. Voilà, et comme tu dis, voilà, on va arrêter là, en tout cas le déroulé le déroulé narratif du téléfilm, le premier arc narratif, en tout cas pour moi, s'arrête clairement là. Et je pense que dans le découpage, parce que ce téléfilm a été découpé sous forme d'épisode, donc c'est à peu près cette histoire-là qui est racontée dans le premier épisode. Donc voilà, on a encore quelques petits éléments à commenter. Je t'en prie, vas-y. Tu voulais... moi je voulais dire... Tu voulais parler Oui. des effets spéciaux. Il me semble que tu en as parlé en cours de route, Oui. mais si tu voulais rajouter quelque chose...
Non, finalement, non, mais globalement, il y a juste une chose sur laquelle j'aimerais insister parce que c'est des effets spéciaux qui, effectivement, aujourd'hui, avec nos yeux, peuvent paraître un peu vieillots, quoi, un peu simplistes. Et je crois qu'on réalise pas, en fait, à quel point, en 1978, c'était du totalement jamais vu. C'était incroyable. On avait le seul truc approchant qu'on avait pu voir, c'était un an auparavant, c'était Star Wars, et c'était au cinéma. Et donc à la télévision, en termes de science-fiction, une décennie auparavant, t'avais les combats spatiaux dans Star Trek, mais ça n'a rien à voir, les combats spatiaux dans Star Trek. C'était ces deux vaisseaux qui se font face et qui se tirent dessus, mais qui bougent presque pas. Alors que là, on a des plans dynamiques. D'ailleurs, vu que l'équipe technique qui s'est occupée des effets spéciaux ici est à peu près la même que celle qui s'était occupée de Star Wars un an auparavant, on se rend aussi peut-être pas compte à quel point ils ont progressé entre les deux, en fait. Techniquement, les effets spéciaux de Battlestar Galactica sont presque meilleurs que ceux de Star Wars, en fait, parce qu'on peut voir que les vaisseaux prennent des virages ou des choses comme ça, ce qui n'arrive quasiment pas dans le premier Star Wars et dans la version d'origine, évidemment, hein. Je parle pas de la version refaite avec les plans de bataille en images de synthèse. Donc pour l'époque, c'est un vrai choc visuel, c'est une vraie révolution et encore une fois, j'insiste, à la télévision. C'était incroyable de faire ça. Tu vas finir par me donner envie d'aller regarder les premiers Star Wars pour comparer. Bah oui, c'est une très bonne idée d'aller regarder Star Wars encore et encore et encore. Et encore. Et encore. Et j'ai les versions d'origine si ça t'intéresse en plus, sans les effets. Excellent. Ok. Un autre truc. Je sais. Un autre truc que je voulais mentionner, ce sont les costumes de la série qui ont été créés par le Français Jean-Pierre d'Orléac. Et là, on a vu quasiment tous les principaux en fait, costumes qu'on verra dans la série. Donc bon, il y a les civils. Oui, qui sont globalement un peu tous en toge. Oui. Tout est drapé avec une ceinture, c'est vite fait, bien fait et facile à faire. C'est aussi l'époque, années 70-80, donc c'est des restes de Baba Cool, mais très unis. Hein. La science-fiction, c'est gris foncé, vert foncé, marron. De temps en temps, on tente un petit délire, on met du beige. donc ça, c'est pour la population. Oui. Et par contre, les personnes qui font partie de l'armée, eux ont des costumes qui sont étudiés, qui... Ouais, c'est vachement plus élaboré. Hein. Les hauts gradés, en fait, ont cette espèce de... Alors, la matière, en fait, je sais pas trop, c'est du comment on dit, du suédé ou quelque chose comme ça? De la suédine. Ah, d'accord. Ça peut donner l'impression d'un cuir retourné ou d'un truc un peu velours, un truc un peu comme ça, quoi. Voilà, ça a l'air doux quand tu les touches. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien parce on nous épargne les espèces de costumes en latex et le vinyle et les trucs là. C'est vrai. C'est vrai, pour le coup. Exact. On arrive à se dire, ah ouais, je mettrais bien cet uniforme. Je cherchais le mot, pardon. Les vestes sont super sympas, elles sont super... Enfin, ça colle un peu à la mode. En fait, ils sont pas allés chercher un truc alambiqué, futuriste ou quoi. Ils ont une classe, voilà. Ils ont un espèce de costume militaire qui a la classe. Ouais, je suis assez d'accord. Alors bon, pour les hauts gradés, le côté bleu nuit a peut-être un poil moins bien vieilli. Toi, hein. Ouais, mais en fait ça dépend. Quand ils ont la cape, je trouve que ça va. Mais quand ils ont pas la cape, je trouve qu'ils ont vraiment l'air d'être en pyjama. Ah, moi j'ai pas du tout cette impression. Par contre, la cape, je me demande pourquoi ils sont allés mettre une cape là-dessus. Ça doit faire un peu seigneur. C'est beau une cape. Un peu César, voilà, tu vois. Ah ouais, oui, peut-être bien. Ah bah de toute façon, il y a plein d'inspirations. Hein. T'as bien vu les casques. Les casques, c'est clairement d'inspiration égyptienne. Ah oui, bah là, on peut pas passer à côté du clin d'œil. On peut pas quoi. les louper. C'est vraiment. Ouais.
Et les capes, effectivement, tiens, j'avais jamais pensé, mais ouais, les capes sont peut-être bien plus ou moins d'inspiration romaine. Ouais, ça donne Euh, un côté chef. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors pour le coup, c'est vrai que les uniformes des pilotes, en tout cas, eux, ils sont mieux sans cap. Par contre, dans cette partie de l'histoire, on les voit Ah, pas avec les d'accord, parce capes. que Hein, ce sera à la fin du j'avais pas téléfilm. l'image. Merde, Hmm. j'ai encore raté un truc. Non, non, t'inquiète pas. Non, non. Mais comme tu le disais, moi, la veste, je la trouve magnifique. La veste marron, et puis bon, le reste. Donc toujours avec ce côté pas suédé. Comment t'as dit, Ouais. suédine? Je connais le terme en anglais, c'est pour ça que je n'ai aucune idée de comment on dit ça en français. Non, mais ils ont ils ont des pantalons tout cons, Ouais. vraiment qui sont intemporels, beige, des grandes bottes. Hmm. Les bottes Ouais. sont classe aussi. Elles ont aidé à ce que le truc ne vieillisse pas trop mal. Et ce que je trouve très sympa, que j'ai appris en lisant un vieux guide en fait de la série, c'est qu'en fait les couleurs n'ont pas été choisies au hasard pour les pilotes. En fait, c'est tout simplement les couleurs de la Terre. Et Oh, quand il réfléchit, bah oui, c'est oui. logique. Et puis C'est vrai. le ciel bleu et la terre. Oh, c'est mignon. Oh, C'est bah pas oui, mal, mais hein? pourquoi il y a personne qui est vert alors? Pour les arbres? Je sais pas, je pose la question. Ah bah, retiens ce que tu viens de dire et on en reparle pour la suite Ça de la marche. série. Ok? Il y aura quelque Alors on chose. verra si, du coup, s'il y a quelqu'un qui se pointe en vert, si ça a un sens. Exactement. Ouais. Ok. Très Ok. bien. Encore un truc sur les costumes, c'est à l'ouverture du Oui. film où tous les grands décideurs sont autour de la Ouais. table. Eux sont Ouais. tous en toge, comment ça s'appelle, en truc de curé, quoi. Ah, en bulle, Ah, tu ouais, tu dirais? dirais ça, toi? Non, non, toge, je préfère toge, parce que je suis assez d'accord, c'est vraiment des grandes toges blanches. Il y en a certains qui en ont même sur la tête. Mais ouais, j'ai pas l'impression que ce soit les costumes les plus élaborés. Donc on parle du Conseil des 12. Hein. Non, pas du tout, mais ça a dû être choisi quand même pour une bonne raison. C'était pour rendre une impression de quelque chose. Probablement, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est un peu le Conseil des sages. Ouais, il y a ce côté. Ben, je sais pas pourquoi, ça me fait aussi penser aux Romains, Ouais. quelque part, finalement. Les sages, en fait. ils sont tous en toge. Hein. Regarde le père Fouras. Ouais, bon, ok, Très j'ai les bel références que je peux. Excellent. Ok, pas mal. Oui, non, Je Ouais, suis bon, d'accord. bah c'est bien. Ouais. Ok. La musique? Qu'est-ce que... Alors, oui, bah, la musique, en fait... Peut-être tu veux faire un point musical? Oui, bah, c'est très rapide. Hein. C'est juste pour dire que la musique de Stu Phillips, elle est très, très, très raccord avec, encore une fois, ce qui a été fait un an auparavant sur Star Wars, sachant que même si on l'a oublié aujourd'hui, ça nous paraît logique aujourd'hui, ce genre de musique. Eh ben non, avant Star Wars, avant 1977, ce n'était pas du tout évident de faire de la science-fiction, du space opéra, avec comme ça de grandes envolées symphoniques. En fait, ça n'existait pas. Ah Tout oui. simplement. Donc voilà, c'était juste pour pointer. Ouais, non, franchement, dans les films de science-fiction, il n'y avait pas de musique de ce genre. C'est vraiment Star Wars qui a lancé le truc. Donc c'est pour ça que ça peut paraître bête, hein, parce que on s'en rend plus compte aujourd'hui tellement ça paraît standard et bateau et tout. Mais pour l'époque, en fait, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Il n'y a que Star Wars et qu'il l'a fait avant et Galactica va être le tout premier à suivre le mouvement, en fait, à dégainer et à suivre le mouvement, en fait. C'est parce qu'après ça va devenir une norme, en fait. En l'espace de 2-3 ans, il va y avoir plein de films de science-fiction qui vont sortir, qui auront de la musique classique, des trucs comme ça, de la musique symphonique, mais Galactica est vraiment le premier à avoir dégainé après Star Wars, quoi, et avoir suivi le truc. C'était juste pour ça que je voulais insister dessus. D'accord. Un mot sur la VF ? Ah ben oui, je veux bien. Donc toi, tu l'as quand même regardé, hein? Oui. Pour voir, pour un peu comparer quand même, quoi. Et c'est dur. Vraiment, ça pique. Hein ? Franchement, c'est dur. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très, très désagréables, qui collent pas avec les personnages, mais en même temps, dans les années 70, est-ce qu'on se faisait vraiment chier 80 presque. Est-ce qu'on se faisait vraiment chier
avec les doublages. Ben, oui et non, parce que On n'était pas regardant. Hein. moins probablement, effectivement. Et probablement que le fait que ce soit un produit destiné à la télévision n'a pas aidé en fait, parce que Star Wars un an auparavant, alors je parle pas de l'adaptation du vocabulaire qui a été un peu hasardeuse, mais quand même les voix étaient quand même enregistrées avec pas mal de soin, que là franchement waouh, c'est dur quoi, c'est vraiment c'est pas très 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 bien doublé quoi, c'est alors Pas très très bien, ouais, tu dis pas très très bien toi. Oui, ouais. d'accord, ok. Non, Il y a certains moments où on se demande même si c'est pas la même personne qui a fait plusieurs voix, tu vois. Ah, je suis d'accord. Ouais. Franchement, ouais, c'est clair. C'est clair. Il existe plusieurs doublages, en fait. Il existe 2 doublages de ce téléfilm, je me suis rendu compte de ça. En fait, il y a eu un doublage pour la version film, justement, et un doublage pour la version télé. Et comme là, c'est la version télé qu'on a utilisée, on a probablement le pire doublage des 2, en fait. Parce que, C'est ça. de mémoire... Ils ont pris Roger Carrel. Non. Si. Moi, je sais dans quel sens tu dis ça, mais non, c'est Roger Carrel. Ce mec avait une telle classe. Oui, il savait tout faire. Mais il le faisait bien, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. C'est la voix de Alf. Ah, c'est entre autres la voix de Alf, magnifique. Ouais. Le petit chat. Et J'adore. Okay. C'est culte pour moi. Bah voilà, c'est malin. J'ai perdu. Fais voir le petit. Le petit chat. Ok. Bon. Ça fait probablement rire que moi. C'était quoi qu'est-ce qu'on disait? On parlait de la VF. Oui. On a parlé des voix, mais moi je voulais aussi parler un peu du vocabulaire. C'est ça. Et surtout, c'est même pas que la voix, que la voix colle pas au personnage. Bon, j'ai envie de dire que si tu écoutes souvent des choses en VF, c'est souvent le cas, quoi. Voilà, hein, ça revient. Bon, tu t'adaptes. Mais le choix des mots et le choix de l'intonation, il y a certaines personnes féminines qui sont interprétées d'une façon tellement stupide qu'on a l'impression que on a demandé à la femme ou peut-être un homme qui déguise sa voix en femme, c'est possible aussi. En tout cas, la voix féminine parle et il devait y avoir quelqu'un qui devait la briefer derrière, qui faisait non, là, t'as encore l'air trop intelligente. Plus conne, vas-y, refais. Ouais, voilà, là, encore plus stupide. Voilà, là, voilà, tu le tiens, t'as l'air vraiment, vraiment très nouille. C'est bon, la garde. Et à un moment donné, je me demande s'ils n'ont pas exagéré vraiment fortement le trait. Et je pense pas que dans la VO, ce soit aussi antinaturel de faire l'andouille comme ça, vraiment la nouille, quoi. C'est vraiment cette idée que ça donne, et je pense que ça a été poussé à son maximum en transformant. Il y a des chances. Pour la VF. Voilà, c'est ça qui choque le plus. Non, je suis d'accord. La VF est vraiment choquante sur ce téléfilm. Ils ont l'air stupides, ça les rend stupides. Et vraiment, ils ont vraiment l'air débiles. Les intonations collent pas du tout. Enfin, c'est donc on conseille à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu le film de le voir en VO. Plutôt, ouais, c'est vrai. Il me semble, de mémoire lointaine, que la VF s'améliore sur le reste de la série, parce que il me semble que quasiment toutes les voix changent. Enfin, beaucoup de voix changent en fait pour le reste de la série. Donc après le téléfilm. Eh bien, écoute. Et que c'est un peu moins choquant, mais ça dépend des persos. Je te dirai, parce que moi je vais tout regarder en VF, pour le plaisir. Eh oui. Ok, c'est bien. Chacun son plaisir. Moi, et surtout pour pouvoir te donner mon avis, parce que c'est pour ça que tu m'as demandé d'être là, pour un avis tout à fait. Novice, de personne qui n'y connaît finalement pas grand-chose en Battlestar. Oui, mais tu seras pas novice longtemps. C'est pas un avis novice que je veux, c'est juste un avis différent. Ah, je peux juste être contre tout ce que tu dis alors, sinon. Ça peut être facile. Oui, on peut faire ça aussi. Donc on va conclure sur ça. Est-ce que tu étais pour ? Tu étais pour quoi ? Je le savais. Donc moi je suis totalement contre. Et donc c'est bien, voilà, c'était ce qu'on voulait donner comme... Bon, et donc on va s'approcher de la conclusion, tu sais. J'avais encore un mot à dire sur la VF. Eh bien, je t'en prie, je t'écoute.
En fait, on a parlé des voix, mais moi j'ai aussi des réclamations à faire sur le vocabulaire en fait qui a été Ah modifié. oui. C'est-à-dire que, par exemple, Apollo, en VF, il s'appelle Apollon. C'était vraiment pas utile, franchement. Mais il y a des trucs super bizarres. Par exemple, Starbuck vous voit Apollo, alors que Apollo tutoie Ah oui. Starbuck. Ça n'a aucun sens. Mais ça fait bizarre. Est-ce qu'ils sont vraiment à égalité ou est-ce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre? Ben non, effectivement, j'avoue, oui, Apollo est capitaine et Starbuck n'est que le lieutenant. Moi, il m'est arrivé de vous voyer mon supérieur alors qu'il me tutoyait. Ah ouais, mais le problème c'est qu'Apollo et Starbuck sont un peu les meilleurs amis du monde, tu vois. C'est pour ça que ça n'a pas de sens qu'il y en a un qui vous voit l'autre en fait dans la VF. Parce qu'en VO, c'est plus simple. Ils disent toujours you. Bah oui. Il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous Ah bon en anglais. Non. Mais non, c'est tu vas me faire ramer, ça va être cool. Alors peut-être que les traducteurs en français, ils savent juste, ils connaissent pas l'anglais en fait. Ils ne savent pas traduire, ils savent pas. Si le même soin a été appliqué à traduire le truc qu'à enregistrer les voix, là pour le coup, parce que en général à l'intonation et au contexte, tu peux savoir à peu près quand c'est vous, quand c'est tu. Mais là, franchement, je trouve que ça n'a pas de sens. Est-ce que cela ne viendrait-il pas du fait que à l'époque, la science-fiction n'était clairement pas un style qu'on prenait au sérieux? C'est vrai. Peut-être, excellente peut-être remarque. qu'ils ont doublé les films à l'arrache, parce que de toute façon, c'est bon, c'est de la SF, quoi. On s'en fout, c'est vraiment, c'est pas du grand art, c'est pas du grand cinéma. Ah, il y a de grandes chances. Ouais. Oui, j'avoue, il y a de grandes chances, parce que avant Star Wars, c'était un peu le désert en termes de SF pendant une bonne décennie, on va dire. Et non, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Oui, aujourd'hui, nous, on voit ça avec du recul, on décortique le truc et tout machin. À l'époque, c'était juste un téléfilm qui surfait sur le succès de Star Wars et qui passait à la télévision. Et puis voilà, c'était pour les gamins. Il y avait des lasers, ça faisait piou-piou. C'est vrai. Non, je pose la question. C'était peut-être pas pris. Et une autre question. Qui c'est qui paye la version française, par exemple, ou n'importe quelle autre version? Celui qui sort le film aux États-Unis. Bon, ok, c'est le producteur, il a fait son film et tout. Est-ce que c'est lui aussi qui participe au financement dans les autres pays, des autres versions? Alors... Ouais, plus ou moins. Alors ça dépend parce il faut juste redéfinir effectivement qui est le producteur et qui est le distributeur. Et c'est le distributeur, je pense, qui va être important dans ce cas. Parce que le producteur, c'est celui qui met le pognon pour faire le film, on va dire. Et après, alors souvent c'est le même studio qui produit et qui distribue. Bon, là c'est le cas, je pense. Donc effectivement, c'est plus simple. Donc je pense que c'est Universal en France qui s'est chargé de faire doubler ça. Mais je sais, si tu veux, dans quel contexte a été doublé Star Wars un an auparavant, et même Star Wars, c'est pas que ça a pas été fait avec sérieux, mais effectivement pas suffisamment de sérieux, en tout cas pour respecter le matériau d'origine, donc ils se sont permis de modifier plein de trucs. Donc un truc qui arrive un an plus tard pour la télévision, c'est finalement pas très surprenant que ça a été un peu pris à la légère aussi, quoi. Même si à la base c'est probablement financé par Universal. Dans le contexte de l'époque, il y avait pas comment dire aujourd'hui. Il y en a toujours eu des puristes, mais c'était peut-être pas si important. Mais c'est surtout le suivi, mais je pense que le suivi de l'univers n'était pas du tout le même, tu vois. Quand je pense à aujourd'hui, la façon dont Disney, par exemple, va chapeauter tout ce qui concerne Star Wars, va tout suivre au micro-millimètre près. Effectivement, on est très 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 loin de ça à l'époque, en fait. On traduit comme on peut, quoi. Daguit, c'est quoi un Daguit? On va dire chien. En même temps, c'est vrai, c'est un chien. Non, c'est un Daguit. Mais on s'adapte aussi au pays. Je sais pas, par exemple, petit parallèle où c'est que tu vas avoir un hamburger aux États-Unis qui ne va pas être avec les mêmes sauces en France parce qu'on s'adapte. Et donc peut-être aussi qu'ils s'adaptent et puis peut-être qu'ils pensent, quand ils sont en train de faire la VF, que les Français sont cons et que si on leur explique pas en mettant des mots plus simples, ils comprendront pas. Donc ils s'adaptent. Voilà, il y a sûrement des raisons.
Où effectivement, Non, mais je suis assez c'était le d'accord. fils du patron et on l'a laissé faire parce que papa, il était en vacances. Possible aussi, hein. On saura jamais. Non, mais moi je suis assez d'accord sur la théorie de il faut simplifier parce que sinon le public va pas comprendre. Parce qu'effectivement, Caprica, le public français ne sait pas forcément que ça a un lien en fait avec les signes du zodiaque. Donc on va simplifier, on va dire Capricorne en fait dans la VF. Apollo, les Français savent peut-être pas tous qu'en fait c'est Apollon en anglais. Donc autant y aller franco et dire Apollon en fait en français, comme ça ce sera plus clair pour tout le monde. Silent, c'est difficile à dire Silent. C'est un mot bizarre. Ok, on va adapter, on va changer ça, on va les appeler les Salions. C'est dur, hein. Moi, quand je les entends dire Salion, Ouais, je te jure, à mais chaque fois, ça se tient. Moi, je trouve que ça se tient. Ça correspond aussi à une époque où on faisait aussi ça dans la musique, puisque tu avais des chansons qui étaient reprises en Ouais. français, où on changeait les mots, les Ah, c'est paroles, vrai. on changeait parfois même Ouais, le c'est vrai. sens, et puis. Exact. Donc voilà, c'était peut-être une époque. Oui, voilà, tout à fait. C'était une époque, de toute façon, encore une fois, je suis obligé de m'appuyer sur l'exemple Star Wars. 1 an auparavant, il a été jugé, à juste titre, je pense, que le mot Darth Vader n'était pas prononçable par les Français, et donc on l'a modifié en Dark Vador, et on est quasiment le seul pays au monde, à ma connaissance, à dire Dark Vador, sachant qu'il ne s'appelle pas comme Oui, ça. Il s'appelle mais on n'est Darth. pas un pays super réputé pour les langues. Non, Eh c'est oui. vrai. Est-ce que Exact. nous allons conclure là-dessus sur Oui, notre on peut médiocrité? conclure là-dessus. Très Oui, bien, ça me va c'est bien. une belle conclusion. Ok, merci. Au revoir. Et non pas au revoir parce qu'on a encore Non. une ou deux questions. Alors, je vais d'abord te demander quel est ton moment préféré de cette première partie et ton moment le moins aimé de cette première partie. Pas de ce qu'on vient de dire, hein, même si j'ai un ego assez surdimensionné. Non, je te parle du film. Et je te dirai après moi ce que j'ai préféré. Oui, je suis curieux de savoir. Moi, c'est assez simple. En fait, je suis un grand fan de bataille spatiale. Je trouve que la grande richesse là de ce premier arc narratif du téléfilm, c'est la grosse bataille spatiale, la destruction des Battlestars et tout ça. Donc, c'est vraiment ça que je préfère. Je trouve que le téléfilm tient ses promesses dans ce domaine-là. Voilà, ça c'est le passage que je préfère. Et le passage que j'aime le moins, je l'ai déjà dit, c'est la mort du Daggit. C'est un désastre absolu. C'est probablement l'événement le plus choquant de tout Complètement, l'épisode. bien sûr, c'est pas les millions de morts. Je les connais pas. Non, ok, on va pas reprendre le débat. Ok, et les tiens? Alors, moi, c'est pas vraiment un moment préféré. Mes petites préférences tout au long, c'est la découverte de Starbuck. Parce que Ouais. je vais dire on, mais absolument pas. Il n'y a que toi, en fait, dans ma vie qui me parle de Battlestar Galactica. D'accord. Oui. Et Starbuck, quoi. Starbuck. Tu verras, avant c'était un homme, maintenant c'est une femme. Bref, on en reparlera plus tard de ça. Et du coup, je voulais absolument savoir qui était cet homme. Et on l'a pas dit. Qui est cet homme? C'est le mec de l'agence Touriste. Ah oui. Oui, c'est vrai. Chez nous, c'est le beau gosse de l'agence Touriste. Ah ouais, c'est futé, c'est vrai. Donc voilà, donc moi c'était mon bon moment, c'était de découvrir que c'était lui parce que je savais pas du tout. Moi j'ai quand même regardé tout en immersion totale. Je n'ai pas lu de choses au départ, je ne me suis renseignée de rien du tout. Voilà, donc ce que j'ai aimé, c'est découvrir Starbuck. Et ce que j'ai détesté, vraiment détesté. Non, vraiment. Ouais, voilà, j'en sais rien. Je n'ai rien détesté parce que moi, la mort du chien, elle est passée nickel, quoi. Mais non, mais faut pas dire ça. On peut pas dire tu couperas. Excellent. Non, je ne coupe rien. Je sais. Il faudra que tu assumes. Tu vas recevoir une plainte de tous les fans de Daggit et tu te démerdes. Ok. Aucun point négatif, je note. C'est bien, je suis content, ça part plutôt bien. Pour cette première partie, ouais, voilà quoi. Non, ce que j'ai le moins aimé, c'est qu'on ne voit pas encore trop les méchants sillons.
Non, on voit pas grand-chose. Mais même, pour être franc, même les personnages principaux, là, ils sont à peine présentés. Et comme ils sont tout de suite jetés dans le feu de l'action, pour l'instant, tu n'as pas vraiment fait totalement connaissance avec eux. En fait, Voilà. ça va venir. Donc cette première partie, ça met vraiment en place l'histoire. Faut pas non plus chercher midi à 14h. C'est ça. C'est l'introduction. Voilà quoi. Hein. Ouais, okay. Exactement. Et donc ensuite, pour que les personnes qui nous écoutent et qu'on remercie d'avoir écouté jusque-là puissent un peu interagir avec nous, on va leur poser 3 questions. Donc, tu vas poser les questions et moi, je vais y répondre. Et chez eux, ils pourront aussi y répondre parce que je suis sûre que tu vas me poser des questions pièges. Je vais essayer, c'est le moment de l'interro. Avez-vous tout suivi? Je t'écoute. Alors, première question. J'ai essayé de pas être trop méchant. J'ai essayé de faire plusieurs niveaux de difficulté dans les questions. Donc, première question. Quel mot est écrit en grand, en très grand, dans le gazon sur la planète, sur la colonie de Caprica? Ce n'est pas le truc fuck off. Non, hein. Non, bien sûr que non. D'accord. Non, bonne tentative de réponse, effectivement. Pas mal. Non, c'est un mot de 5 lettres qui est écrit en énorme dans le gazon. Ok, je suis sûre que toi qui nous écoutes, tu l'as. On le voit plusieurs fois, on le voit à plusieurs moments. On le voit au début quand Serena fait son reportage. On le revoit après quand les Cylons bombardent le truc. On voit même que je crois que c'est écrit avec des fleurs. Je suis pas totalement sûr, mais je crois que c'est écrit avec des fleurs blanches. Ouais. Et c'est ces 5 lettres énormes dans le gazon. Je laisse encore du temps pour que ceux qui écoutent puissent tweeter la réponse. Tweeter la réponse. Ah oui, carrément. Ah bah oui, attends, je vais lui dire. Si tu es en train d'écouter et que tu as la réponse et que moi je ne l'ai pas, alors tu peux nous l'envoyer. Voilà. Et bravo à toi. Non, je l'ai pas. Vas-y, tu peux. Il y a quoi? Il n'y a rien à gagner. Je sais pas. D'accord, ça donne envie. Ok, et c'est le mot peace en fait qui est écrit en lettres. C'est chou. Bah oui, parce qu'ils sont en train de célébrer la signature des accords de paix. Alors redis voir, c'est où qu'on voit ça? Plein de fois en fait. Franchement, à peu près tous les passages sur Caprica, il y en a pas 36. Pourtant je suis assez regardante sur les détails. Mais là je l'ai pas. Ah ouais. Et donc on le voit quand tu as un journaliste. On le voit plusieurs fois. Je crois qu'on le voit une fois quand elle fait son reportage. À côté de l'espèce de toile de tente, il y a une espèce de toile de tente à sa droite. Ça, j'en suis sûre, mais. Alors là, mais c'est pas dans le. D'accord. Là, on va vraiment dans les détails. C'est pas dans le même plan qu'elle, en fait. Hein. C'est un plan où. Je crois qu'elle est pas à l'image quand on voit marquer ça. Mais on le voit plusieurs fois, je te promets. Oui, parce que moi, je donne beaucoup d'importance aux détails qui ne servent à rien. Donc celui-là, je l'ai pas, parce qu'il était essentiel. D'accord. Ok. D'accord. Alors, je suis content. Ça, c'était la question la plus facile. Et je suis content parce que qu'est-ce que Karine, elle a pas trouvé. Mais non. Mais continue. Alors, question suivante. Combien de Battlestars étaient présents lors de la signature des traités de paix? On a dit, il y a plusieurs Battlestars. On n'a jamais dit combien. C'est ma question. Et c'est littéralement... Alors, je donne des indices. C'est un chiffre entre 0 et 12. C'est effectivement un chiffre entre 0 et 12. Très excellent. Je vois ce que tu essayes de faire. Et encore, ça veut dire que tu supposes que il y a un Battlestar par colonie, ce qui est une théorie, mais il n'y a rien qui nous le montre pour le prouver. Non, il n'y a rien qui nous le montre. 3. Non, il y en a plus. C'est littéralement la toute première image du film en fait qu'on voit au début. C'est-à-dire, tu sais, on a dit qu'il y avait un speech. Et dès que le speech est fini, on a un plan sur tous les Battlestars qui sont réunis. Et donc là, on a le chiffre exact. Alors, je laisse encore quelques secondes. Ah non, mais visuellement, je n'ai pas compté combien il y avait de vaisseaux, donc 5. Je dis au hasard. Absolument. C'est 5. Non, mais c'est ça, bien. 5.
il y a 5 Battlestars qui sont présents pour la signature des accords. Et je vais même te donner les noms de ces 5 Battlestars, puisqu'il y a évidemment le Galactica, il y a la... Non, je parle à ceux qui nous écoutent. Vas-y, on t'écoute. Merci. C'est pour ça en fait que je suis content qu'on fasse ça ensemble. Je sais. Il y a le deuxième dont on a déjà parlé, c'est le Battlestar Atlantia, mais les 3 autres en fait qui ne sont nommés à aucun moment, c'est le Battlestar Triton, le Battlestar Pacifica et le Battlestar Acropolis. Et donc il y a plusieurs plans dans le film où on voit bien qu'il y a 5 Battlestars. Et pour répondre à ta question suivante, combien il y a de Battlestars en tout ? Eh ben, j'ai envie de te dire oui, probablement 12, mais en vérité en fait on ne sait pas. En fait, dans la série originale, il n'y a que 8 Battlestars qui ont été mentionnés à un point ou à un autre de la série. Donc l'Acropolis, l'Atlantia, le Pacifica, le Triton et le Galactica. Ceux-là, je les ai déjà mentionnés, ça fait 5. Et je peux en rajouter 3 en fait, qui seront mentionnés dans des épisodes suivants, puisqu'on parlera également du Columbia, du Pegasus et du Raikon. Voilà. Mais on n'a pas de preuve qu'il existe bien 12 Battlestars, un par colonie, dans la série originale. En tout cas, là, il y en avait 5. Très bien. Ok. 3e et dernière question, la plus difficile de toutes, pour être franc. Comment s'appelle la lune à proximité de laquelle sont signés ces accords de paix ? Le nom de cette lune est prononcé une seule fois dans le film. Par Zach lorsqu'ils partent en reconnaissance, et donc c'est juste avant qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des vaisseaux cargo si longs qui sont là où ils devraient pas être en fait. Ils donnent le long de cette lune. Tu peux avoir la première lettre ? C'est un C. Aucune idée. J'avoue, c'est difficile. Non, je sais rien. Sinon, je vais inventer quelque chose et je suis pas sûre que ça ait un intérêt. Ok, non, mais je vais pas te laisser mariner plus longtemps. Il s'agit tout simplement de la lune de Simtar. Et en fait, son nom est connu, entre gros guillemets, uniquement parce que, en fait, la lune... uniquement connu par toi. Par moi et les fans de Battlestar Galactica. La série originale en plus là pour le coup. Non mais c'est tout simplement que la bataille de Simtar en fait. Tu vois tout ce qui se passe là, la destruction des Battlestars et des colonies, en fait ça va s'appeler la bataille de Simtar. Et donc voilà, Simtar c'est le nom de la lune en fait, qui est à proximité de là où devaient être signés ces accords de paix. Et en plus, à ce sujet, il y a une grosse erreur qui est dite dans le film, puisque Serena, quand elle fait son reportage, elle dit que les accords sont sur le point d'être signés près de l'étoile de Kobol, ce qui n'a aucun sens. Oui, c'est vrai, elle dit ça. Ouais. Alors qu'en fait, je pense que ça doit être dû aux réécritures en fait du script. Ou qu'elle est nulle en astronomie. Ou qu'elle est effectivement nulle. Mais voilà, ce n'est absolument pas près de l'étoile de Kobol, mais près de la lune de Simtar que ces accords doivent être signés. Voilà pour les 3 questions. Eh bien, merci. Non, vraiment, j'ai apprécié que tu choisisses ces thèmes et... J'ai hâte un jour de te poser 3 questions, mais pas tout de suite. Ah, j'aimerais bien. Ouais, mais je me fais pas de soucis. Pour l'instant, nous allons arrêter cet épisode sur les remerciements. Donc on remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Je suis contente de vous avoir rencontré, puisque c'est la première fois que vous m'entendez normalement dans vos oreilles sur ce flux de Battlestar Galactifrac. Et si tu veux remercier aussi, je te laisse la parole. Oh je vais remercier, ça va pas être très original, je vais remercier les mêmes gens que toi. Donc globalement, je me repose sur toi sur ce coup-là. Merci à tous de nous écouter. Merci à tous de nous suivre dans cette nouvelle aventure, en tout cas, que va être Galactifrac. On espère que ça vous plaira. Et voilà. Et à bientôt. Si vous voulez nous retrouver, vous retrouvez Galactifrac sur Facebook et sur Twitter. Ouais. Comment ça s'écrit ? Ça s'écrit Galactifrak.
Et sur ces réseaux sociaux-là, je vais poster en fait du contenu qui accompagnera chaque épisode en fait. Par exemple ici. Et plus. Bah oui, il y aura plein de trucs. Hein. Il y aura il y aura des images, des bandes annonces, Voilà. de la musique. Mais c'est ça les plus, hein, pas des par trucs exemple, sur nous. Ah oui, j'avais Ah. pas compris. Ouais, J'avais je rien vois bien. compris. Mais c'est toi, hein, c'est toi qui prépare tout. Mais j'ai Moi, pas je tout fais le que temps suivre. l'esprit tordu. Bon, si, d'accord, un peu. Mais quand même. Mais j'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça. Mais si. Mais non. Mais non. Bref. Merci. On en Des était à dire photos, merci. Des bandes annonces, des sons, des trucs. Merci à tous de nous supporter. Voilà, clairement. Et donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous serez informés de la sortie des nouveaux épisodes. Et donc il y aura des plus, comme tu l'as très bien dit. Et j'avais rien compris. Merci à tous. Ciao. Ciao.